Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Boy Diallo. Il est 18h à Conakry, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Film FM. Bienvenue dans cette session de Film Soir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est parti pour le sommaire. À la une de l'actualité et dans ce journal, à la maison centrale, les prisonniers n'ont plus droit à un bain de soleil, les avocats n'ont plus accès à leurs clients et difficilement les prévenus sont extraits pour être jugés alors que les demandes de dépôt sont quotidiennes. C'est une alerte lancée par le directeur exécutif de l'ONG Même Droit pour tous. Vous entendrez Maître Frédéric Foromouroa dans cette session de Film Soir. La date limite de clôture des inscriptions pour le concours de recrutement à la fonction publique est reportée au 5 décembre prochain. Initialement censé prendre fin ce mardi, le département dirigé par Julien Yombouno justifie ce report par l'engagement suscité par l'annonce du concours de recrutement, mais aussi dans le souci de répondre aux sollicitations des candidats plutôt qui éprouvent des difficultés à réunir les pièces requises pour les inscriptions. Au sommaire également dans ce journal, vente illicite des produits pharmaceutiques. Les autorités de la transition continuent la traque donc contre ces personnes. Des agents des forces de l'ordre ont fait une descente musclée au marché de Madina. Précision à suivre avec le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, dans cette session de Film Soir. Et puis l'invité de ce journal est Maître Kermou Suleiman Baldé, avocat au barreau de Guinée et avocat des victimes sous le régime de l'ex-président Alpha Condé. Avec lui, il sera question notamment des nouvelles chefs d'accusation de trahison et détention illégale d'armes de guerre et de munitions contre l'ancien président. Il sera interrogé par Ali Silla. Voilà pour le sommaire de cette session de Film Soir. Soyez les bienvenus. Film FM, le journal. À la maison centrale de Conakry, les prisonniers n'ont plus droit à un juge alors que les mandats de dépôt sont quotidiens. C'est une alerte lancée ce mardi par le directeur exécutif de l'ONG Même Droit pour tous. Selon Maître Frédéric Foromouroa, cette situation perdure depuis le 4 novembre 2023, date à laquelle un commando s'est invité dans les locaux de ce lieu de détention pour exfiltrer le capitaine Moussa Dadis Camara et 3 de ses co-accusés. Explication, Sekou Diateya Camara. Depuis les événements du 4 novembre dernier, la situation sécuritaire se durcit sans répit à la maison centrale de Conakry, confirme le directeur exécutif de l'ONG Même Droit pour tous. Cela porte atteinte aux droits des détenus, dénonce Maître Frédéric Foromouroa. Il y a que les avocats n'ont plus accès à leurs clients. Il y a que les détenus qui doivent aller en jugement ne le sont pas. Il y a que ceux-là qui ont fini de purger leur peine restent encore de façon illégale à la prison. Et les détenus sont enfermés 24 heures sur 24 sans avoir la possibilité de sortir, ne serait-ce que pour avoir un bain de soleil, ce qui est bon pour maintenir leur santé. L'activiste accuse les autorités du ministère de la Justice d'être à la base de ce qu'il qualifie de violation des droits des détenus. Ça peut aller du ministre de la Justice en passant par le directeur national de l'administration pénitentiaire, mais ce n'est pas normal. Il faudrait que les autorités comprennent que, effectivement, la sécurité des prisons doit aller de pair avec le respect des droits des détenus. Un détenu, son droit le plus élémentaire, c'est d'être jugé dans un délai raisonnable, c'est d'être traité dignement. L'autre problème à la maison centrale depuis le 4 novembre, c'est qu'en lieu et place des gardes pénitentiaires, ce sont des gendarmes et des militaires qui ont pris position, fait remarquer Maître Frédéric. Les gardes pénitentiaires n'ont même plus accès à la maison centrale. Ce sont les gendarmes et les autres forces qui règnent à maître, ce qui est anormal. La sécurité des prisons, encore une fois, relève des gardes pénitentiaires. Peut-être la sécurité externe, on peut la renforcer par la présence des militaires et des gendarmes. Mais en ce qui concerne la gestion des prisons, c'est du domaine, n'est-ce pas, des gardes pénitentiaires. Ce à quoi nous risquons d'assister à la maison centrale sera encore plus grave que ce que nous avons connu, d'où la nécessité pour les autorités de revoir la politique sécuritaire pour le bon fonctionnement de la justice, recommande l'activiste des droits de l'homme. Les autorités de la transition continuent la traque des vendeurs illégaux de produits pharmaceutiques. Après vendredi dernier, des agents des forces de l'ordre ont fait une autre descente au marché de Madina dans le cadre de la dite traque. La démarche vise à mettre fin à la manipulation des médicaments par des non-professionnels. C'est Ali Touré, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui en a fait l'annonce ce mardi dans l'émission Mirador. On l'écoute.
Vous savez, la vente illicite de produits pharmaceutiques est devenue un phénomène de société. Le problème, c'est qu'il faut mettre en place un plan de prévoyance et assurer la répression aussi. C'est avec ces deux temps-là que nous fonctionnons. Hier, c'était la deuxième phase qui consistait à ouvrir les magasins en présence des propriétaires. Donc, il y a un comité de veille. Ce comité de veille-là, il est en train de fonctionner, on l'a redynamisé. C'est une pratique qui a été ancrée dans les mœurs il y a très longtemps. Donc, pour pouvoir lutter contre ça, il faut du temps. Et ça s'étend vraiment dans le temps. De nombreux marchands ont dénoncé les agissements des forces de l'ordre qu'ils accusent de violence et de vol numéraire. Des accusations que rejette le procureur Ali Touré, dit que la descente des forces de l'ordre s'est faite en présence d'huissiers de justice. On l'écoute à nouveau. Aucun agent n'est parti arnaquer un quelconque commerçant qui ne serait pas un vendeur illicite de produits pharmaceutiques. Non. L'ouverture des magasins depuis hier, que lorsqu'il y a une quelconque somme trouvée dans un magasin ou dans une boutique, l'argent est compté en présence du propriétaire et placé sous scellé. Devant huissier, je vous l'ai dit, je le réitère, les huissiers sont présents sur le terrain. C'est des officiers ministériels assermentés et ils font le constat à cet effet. Rien n'a été pillé à Madina, rien. Les gens ont agi de façon très professionnelle. Je vous dis que c'est une mission qui a été mûrie et réfléchie. On a agi de façon très stratégique. Personne n'a été violenté et aucune boutique n'a été pillée. J'insiste là-dessus. Atteint par balle hier à marge d'une manifestation de jeunes contre le manque de courant à Amdalaï, Ousmane Ba a succombé à ses blessures quelques temps après son arrivée à l'hôpital. Sa famille, qui pointe du doigt les agents de maintien de l'ordre, confie que la victime âgée de 30 ans tentait plutôt de regagner son domicile lorsqu'il est tombé sous cette manifestation spontanée à l'Amdalaï pharmacie. Bien que touchée par la disparition tragique de leur fils, la famille ne compte pas porter plainte pour le moment car, selon elle, aucune enquête n'aboutit en Guinée. Mariam plutôt Mawai Vassila nous fait le point. C'est de la tristesse et de la consternation qui se lisait sur le visage des proches de Ousmane Ba, tué hier aux environs de 19h30. Ce jeune commerçant a été touché par balle au niveau du front alors qu'il rentrait de son lieu de travail. Aboubakar Ba, l'oncle maternel de la victime, revient sur les faits. Il est tombé sur une manifestation spontanée. Il est descendu du taxi à bord duquel il était. Il voulait traverser parce qu'il loge derrière la mosquée El Azamar Baïlo. Dès qu'il est descendu du taxi, on a tiré sur lui à bout portant, sur la tête. Donc le front, la balle est sortie de l'autre côté. La famille de la victime accuse les agents de maintien d'ordre d'être responsables de ce meurtre. Pour le moment, elle ne compte pas porter plainte, nous confie Aboubakar Ba. Aujourd'hui, le matin, nous sommes précipités pour aller à la morgue et ceux-ci nous ont demandé si nous comptons porter plainte. Bon, nous leur avons dit que ce n'est pas pour le moment prioritaire. Nous voulons d'abord récupérer le corps et l'enterrer parce qu'on ne peut pas continuer à les garder là-bas. Le plus souvent, on dit qu'il y a une enquête qui est ouverte en Guinée. Est-ce que les enquêtes aboutissent? Alassane Ba, ami proche de la victime, est affecté par la nouvelle tragique de feu Ousmane Ba. Il souhaite que justice lui soit rendue. Je me sens triste. Là où je suis là, je ne sais pas comment dire quand même. C'était une personne gentille, humble. Il était tellement d'accord avec toute la jeunesse du quartier. Nous voulons la justice quand même. C'est ce que nous demandons à l'autorité. Ousmane Ba a rejoint sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi. Paix à l'âme donc de la victime. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Initialement prévu ce 21 novembre, la date limite de l'inscription pour le concours de recrutement à la fonction publique est reportée au 5 décembre 2023. L'annonce a été faite ce mardi à travers un communiqué du ministère du Travail et de la fonction publique. Cette annonce fait naître de l'espoir chez beaucoup de candidats rencontrés dans les différentes mairies de la capitale, notamment à Ratoma et à Matoto. Les agents de l'état civil de ces communes sont aussi soulagés car ce repos, dit-il, leur permettra de travailler sereinement. Alceni Diallo, Maki Kamara. Selon le ministre Julien Yombouno, ce délai supplémentaire de 2 semaines vise à garantir à chaque candidat une opportunité équitable de participer au concours. Nombreux candidats qui éprouvent d'énormes difficultés à réunir les pièces requises pour s'inscrire sont soulagés. C'est à l'image de Bakary Keïta. Je me suis connecté, j'ai vu ça, que j'ai rajouté aussi c'est 2 semaines bas. Les gens ont parlé de ça, certains même disent qu'ils vont profiter de ça pour avoir les essais biométriques. Aujourd'hui, je me sens un peu cool, sinon, si ça s'est terminé aujourd'hui-là, nous aussi on avait été découragés. Et l'état qu'ils ont fait là, franchement, ça a été quelque chose de bon pour nous.
Comme Bakary, beaucoup d'autres personnes saluent le report. Croisé à l'état civil de Ratoma, Georges Mami n'a toujours pas récupéré son extrait d'acte de naissance. Il avait perdu tout espoir avant cette annonce. C'est une satisfaction, c'est bien quand même, parce que là, ça va permettre à certaines personnes aussi d'être dans les règles et de pouvoir faire le dépôt des dossiers. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup qui veulent postuler mais qui n'ont toujours pas de documents? Il y en a beaucoup même. Il y a d'autres qui sont dans certaines situations qui ne comprennent même pas. Il n'y a pas que les candidats qui sont heureux de ce report, les agents de l'état civil aussi. Ali Oussouari est le chef service adjoint de l'état civil de Ratoma. D'abord, nous nous réjouissons de cette disposition du ministère de la fonction publique pour nous permettre d'évacuer le plus grand nombre de demandes de l'extrait de naissance. Sinon, les agents sont à pied d'œuvre pour essayer d'enregistrer au maximum des jeunes demandeurs d'emploi, mais à la limite de nos possibilités, pour la saisie, on n'a que 6 ordinateurs. De Ratoma, direction Matoto à l'état civil de la dite commune. Là-bas, l'affluence est au rendez-vous. Les candidats sont enregistrés sur une liste, mais cela n'empêche la magouille, ce qui soulève les tensions entre les citoyens. Sur place, nous avons interrogé Dame Fatoumata Yarisila. Elle explique. J'ai appris qu'on a repoussé la date et maintenant je suis là pour mes documents. Et ça vous soulage? Oui, ça me soulage. Est-ce que ça vous redonne espoir? Bon, plus ou moins. Selon les autorités, depuis le début des inscriptions, 153 635 candidats, dont 71 891 ont soumis leur dossier et 78 730 ont payé les 100 000 francs guinéens comme frais de traitement. Éducation dans ce journal. À partir du mois de décembre, les candidats aux différents examens nationaux seront inscrits sur une plateforme digitale. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a procédé au lancement ce lundi de cette plateforme. Dans une interview accordée à notre rédaction, ce mardi donc, le porte-parole du MEPUA a mis l'accent sur l'importance de cette plateforme qui va permettre à son département de contrôler l'effectif des candidats et lutter contre la fraude. Mohamed Ansa Diawara a ensuite invité les responsables d'école à s'approprier du contenu de cette plateforme. Reportage Mbani Sidibé. C'est pour davantage crédibiliser les examens nationaux en luttant contre les candidatures frauduleuses qu'intervient la mise en place de cette plateforme digitale. Cette année, l'ancienne méthode d'élaboration de la liste des candidats ne sera plus valable. Les écoles vont inscrire leurs élèves en ligne dans une base de données qui contrôle de façon automatique si le candidat a eu les examens antérieurs. Mohamed Ansa Diawara est le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette plateforme a été conçue pour permettre la correction de toutes les imperfections qu'il y a généralement dans nos listes d'examen, pour corriger tout le retard que nous accusons souvent dans l'élaboration de ces différentes listes d'examen. Pour le porte-parole du MEPUA, avec cette plateforme, il n'est plus possible de faire un examen de façon frauduleuse. Mohamed Ansa Diawara. Que ça va sécuriser la liste des candidats, ça va permettre la lutte farouche contre les substitutions qui se font, mais aussi ça contrôle l'effectif des candidats. À l'intérieur du logiciel, quand quelqu'un n'a pas son CEE, il ne peut pas faire le BEPC. Mohamed Ansa Diawara a interpellé aussi les responsables d'école sur la nécessité de faire du sérieux en inscrivant leurs candidats sur cette plateforme. À partir du mois de décembre, les inscriptions peuvent commencer normalement. Toutes les écoles sont priées de prendre toutes les dispositions en inscrivant leurs candidats. Après que les candidats soient inscrits, il n'y a plus de retour en arrière, c'est fini. Donc chacun doit se munir des informations sûres et importantes à envoyer. Avant le début des inscriptions des candidats, une formation de 2 jours a été organisée à l'intention des structures déconcentrées chargées d'organiser les examens sur l'ensemble du territoire national. Pendant ces 2 jours, ils seront outillés sur l'utilisation et la gestion de la dite plateforme. Digitaliser le processus est bien pour les inscriptions des candidats sur les plateformes digitales au compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est une initiative à encourager. Temple CNRD, c'est le nom de la nouvelle arme de communication des autorités de la transition guinéenne. Cette nouvelle plateforme qui regroupe en son sein des jeunes influenceurs a vu le jour ce lundi à Kaloum, mais cette structure ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion. Si certains acteurs doutent de la crédibilité des initiateurs de cette plateforme, d'autres y voient un moyen pour ceux-ci de se faire plein la poche.
Mamadou Hassimiou Diallo a donné la parole à quelques acteurs et de la société civile. Suivez son élément de reportage. Depuis l'annonce de la mise en place de cette structure de propagande dénommée Temple CNRD, les réactions fusent de partout. Des citoyens anonymes en passant par les analystes politiques jusqu'aux acteurs politiques et de la société civile, tout le monde donne son avis. C'est le cas de Bella Kamano qui n'est pas contre l'initiative mais émet des doutes quant à la compétence et la crédibilité des personnes qui vont diriger cette structure. Les compétences humaines qui vont animer cette structure, il faut que ces compétences soient à la hauteur, mais aussi que ces compétences revêtent une certaine crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Poursuivant, le président du parti Rassemblement National pour le Progrès de Guinée soutient d'emblée qu'il est inimaginable qu'on confie l'image d'une république à des insulteurs publics. Vous ne pouvez pas confier le message de la République parce que c'est l'image de la République qui est engagée à des personnes qui, à un moment donné, ont marqué l'opinion publique de manière négative. Dans le même sillage, cet acteur de la société civile y voit des propagandistes qui cherchent simplement leur gagne-pain. Ibrahima Balaya Diallo, porte-parole du Forum des forces sociales de Guinée. Écoutez, c'est des gens qui cherchent à bien vivre, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on sait que c'est de la démagogie, c'est du larbinisme. L'autre question que bon nombre d'observateurs se posent est de savoir si la création de cette plateforme ne va pas accentuer le manque de confiance des citoyens envers les autorités de la transition. Vous êtes toujours à l'écoute de Film FM dans cette session de Film Soir pendant qu'il est 18h passé de 18 minutes. Dans l'actualité encore, vers une grève générale des travailleurs des points de vente Orange Money. Dans un communiqué en date du 20 novembre, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée donne jusqu'au 30 novembre à Orange Finance Guinée pour satisfaire leurs revendications qui sont entre autres l'augmentation de 40% du taux des commissions sur les retraits et 0,33% sur les dépôts. Si rien n'est fait par la direction de la société, ces acteurs menacent de cesser toute activité à partir du 1er décembre 2023. Abdourahmane Seleya Baldé a rencontré ce mardi le secrétaire général par intérim du SAMEL. On suit son élément de reportage. Si la baisse des retraits et des dépôts d'argent avec Orange Money est saluée par les abonnés d'Orange Guinée, ce n'est pas le cas pour les agents de points de vente, car cela impacte négativement leurs revenus. C'est pourquoi le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée a décidé de se faire entendre. Oumar Diallo est commissaire et secrétaire général par intérim du SAMEL. Nous réclamons 40% de commissions et nous réclamons aussi à l'État cette fois-ci d'alléger un peu la pression fiscale, parce que vous êtes mal sans savoir que l'État prélève 23% des commissions perçues par les points de vente et les distributeurs. On estime que c'est un peu trop. Selon Oumar Diallo, son syndicat se vit obligé d'annoncer cet avis de grève. Il explique les raisons. Nous pensons gréver parce que nous estimons avoir utilisé tous les recours possibles. Parce que pour un syndicat, vous n'êtes pas sans savoir que la grève est la dernière solution. Après avoir tout tenté, si ça ne réussit pas, et on passe à l'action ultime qui est la grève. Pour éviter d'en arriver là, le secrétaire général par intérim du SAMEL lance un appel à ses partenaires et à l'État guinéen. On avait des propositions, des suggestions, des réclamations qui sont avec eux. C'est à eux maintenant de voir pour dire bon, voici ce qu'on peut faire pour vous et voici jusqu'à tel niveau que nous pouvons aller. Pour l'État aussi, ils ont déjà le mémo et pour sauver ces milliers d'emplois, pour ne pas que d'autres abandonnent. Par ailleurs, les responsables du syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée disent être ouverts au dialogue avant l'échéance de l'ultimatum. On espère, Amadou Touré, que le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée et Orange Finance Guinée vont parvenir à un compromis pour, en tout cas, éviter des désagréments au niveau des consommateurs. Direction l'intérieur du pays, les autorités locales de Kankan entrent en guerre contre l'insécurité au cours d'une réunion de crise tenue lundi dans les locaux du gouvernorat. Le préfet a pris une batterie de mesures pour lutter contre ce phénomène qui sévit dans la préfecture. Parmi ces mesures, l'interdiction formelle de la circulation de la chicha dans toute la préfecture de Kankan. Le contrôleur général de police Kandiamara et le gouverneur de la région de Kankan annoncent aussi la mise à disposition des numéros verts pour dénoncer tout acte qui perturbe la quiétude sociale dans le Nabaya. Mais des acteurs de la société civile se montrent pessimistes. Le coordinateur régional de la Maison des associations et ONG de Kankan
dénonce l'insuffisance d'agents de sécurité pour contenir les malfrats qui sèment la terreur dans la capitale de la Haute-Guinée. Explication, Amadou Ribari. Les autorités locales de Kankan en ordre de bataille contre l'insécurité. Ce lundi, une réunion de crise a réuni tous les acteurs de la vie sociopolitique de la préfecture pour combattre le phénomène qui sévit dans la région de Kankan. Le préfet annonce l'interdiction formelle de la circulation et de la consommation de la chicha dans toutes les localités relevant de la préfecture. Aussi la fouille systématique des clients dans les motels et autres lieux de distraction. Devant les sages élus locaux, le gouverneur de la région, lui, s'en est pris à la justice qui, selon colonel Moussa Kondé, libère des malfaiteurs condamnés à de peines lourdes. Ce que je peux dire à la justice, si un sage vient chez vous, dit allez-y voir le gouverneur, c'est lui qui nous commande. Si on a ces problèmes, si on laisse, il va créer des problèmes. Allez-y le voir. Vous allez voir, personne ne viendra chez vous. Personne. Le commandant régional de la gendarmerie a aussi annoncé la mise à disposition d'un numéro vert pour dénoncer ceux qui perturbent la quiétude sociale. Colonel Honoré Camara invite les citoyens de Kankan à collaborer avec les services de sécurité. Le 129, c'est un numéro vert. Et ce numéro-là, tout le monde peut appeler ce numéro, il est gratuit. Il n'y a aucune dépense autour de ce numéro. Les autorités se disent déterminées à aller jusqu'au bout pour combattre l'insécurité qui prend une ampleur inquiétante dans la préfecture de Kankan. Mais des acteurs de la société civile se montrent pessimistes. Sekouba Traoré dénonce la crise d'agents de sécurité pour traquer les malfrats. Une grande ville comme Kankan et la BAC là se promène, la BAC là se promène avec un seul pick-up pourra surveiller tout Kankan. Et je dirais non. Comme Sigiri, la préfecture de Kankan est devenue le nid des bandits, dénoncent plusieurs citoyens de Kankan. Ils invitent les autorités à durcir ces mesures pour lutter contre l'insécurité dans toutes ses formes. Lutte contre l'impunité, plusieurs personnes interpellées pour vol dans le grand marché de Koundara seront jugées ce mercredi. C'est à la faveur de l'ouverture des audiences correctionnelles, informe le procureur près le tribunal de première instance de Koundara. Joint ce mardi, Patrice Koma Koivogi a indiqué que d'autres dossiers liés notamment à l'abus de confiance et escroquerie seront jugés à cette occasion. Il a été joint par Amadou Ribari. Cette audience revêt d'un caractère particulier, eu égard à l'ampleur que l'affaire a suscité dans notre zone. Pour la circonstance, donc, il s'agit de plusieurs cas de vol qui avaient été enregistrés ici pendant la saison hivernale et fait objet de saisine du juge d'instruction qui, après investigation, a rendu ses ordonnances et lesquels dossiers ont été rassemblés pour être programmés pour demain. Il s'agit essentiellement des cas de vol aggravé qui ont été commis dans le marché central de Koundara. Sport, dans ce journal, c'est un jour sans pour le Sili national. En déplacement au Botswana pour négocier la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sili s'est incliné 1-0 au Chinom Stadium de Franchiston. Une défaite qui conforte un peu plus les doutes à moins de 2 mois de la CAN en Côte d'Ivoire. Mohamed Benebari revient sur cette défaite du Sili national. Le Sili national s'est incliné 1-0 ce mardi contre le Botswana au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sans réelle proposition dans le jeu, le Sili s'est fait surprendre à la 79e minute de jeu par Kabelo Siakanien. Le joueur de Kouriba au Maroc, parfaitement lancé en profondeur sur un long centre, contrôle le ballon sur le côté gauche, répique dans l'axe avant d'ajuster le portier guinéen Ibrahim Koné. Malgré les entrées de Mohamed Bayo et Karim Sissé en fin de partie, le Sili qui s'est porté à l'offensive pour égaliser n'aura pas les ressources pour revenir au score. Laborieux face à l'Ouganda, cette première défaite dans ces éliminatoires vient confirmer tous les doutes qui s'étaient installés face au crâne. Brouillon dans le jeu, l'équipe dirigée par Kaba Diawara montre des signes très inquiétants à moins de 2 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un sauvetage miraculeux du gardien Koné a évité en fin de partie un second but botswanais dans cette rencontre. La présence de Serou Girassi qui brille de 1000 feux avec Stuttgart ne suffit pas au Sili pour venir à bout d'adversaires classés dans les tréfonds du ranking CAF. Après 2 journées, le Sili est 4e de sa poule avec 3 points, derrière l'Algérie 6 points, le Mozambique 3 points et son tombeur du jour, le Botswana, à 3 points. Focus désormais sur la CAN, le prochain grand rendez-vous du Sili en janvier 2024. Les yeux seront rivés sur les hommes de Kaba Diawara
Diawara qui n'auront pas réussi à convaincre les observateurs durant ces matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Au contraire, c'est une montagne de doutes, d'inquiétudes et de questionnements qui se posent sur le 11 guinéen. Il faudra une remise en cause profonde pour espérer briller en Côte d'Ivoire. Et puis Benebari, restons dans le même registre pour dire qu'avec cette défaite du Sili, eh bien l'équipe nationale s'attire les foudres de nombreux supporters. Interrogés après la rencontre, beaucoup d'entre eux pensent que cette équipe ne fournit pas assez d'efforts. D'autres estiment que le sélectionneur Kaba Diawara doit clairement revoir ses dispositions tactiques. On suit quelques réactions au micro de Ibrahima Diallo et Adam Abba. Monsieur Massé Camara, s'il y va pour faire des jeux spectaculaires, ce que j'ai constaté, l'effort n'est pas engagé là exactement ce qu'il faut. Le Sili n'est pas techniquement fort. Techniquement, quand on voit le Sili, au début on les voit avec ces jeux de passe comme d'autres. On dirait que le Sili, les gens ne regardent pas ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, même pas le monde européen, mais le monde africain tel que la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Le Sili ne joue pas à l'image de ces gens-là. Alors ce qui manque pour moi, c'est la technique. La technique, il manque beaucoup au niveau de Sili national. Il faut que cette technique soit là. Pas la technique de dribbler, mais la technique d'aller jusqu'à marquer. Moi, c'est Lamine Kondé. On voit qu'on n'a pas de milieu, ni milieu et ailier. Donc, il faut que Kaba Diawara n'a qu'à regarder ça. Il faut qu'il laisse l'affaire de Hoguet là pour envoyer les milieux pour nous avec ailier. C'est ça le problème de Sili national. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Boy Diallo. Voilà, c'est donc l'information majeure, le Sili national de Guinée qui chute 1-0 face au Botswana. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On poursuit Film Soir, cette fois-ci avec la page invitée. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. L'invité de ce journal est Maître Kierno Suleiman Baldé, avocat au barreau de Guinée et avocat des victimes sous le régime de l'ex-président Alpha Condé. Avec lui, l'entretien va porter notamment sur les nouvelles chefs d'accusation de trahison et détention illégale d'armes de guerre et de munitions contre l'ancien président Alpha Condé. Maître Kierno Suleiman Baldé répond aux questions de Alice Silla. Bonsoir, Maître Suleiman Baldé. Bonsoir. L'ancien président professeur Alpha Condé est accusé dans un nouveau dossier de trahison, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Ces nouvelles charges viennent s'ajouter à d'autres où il est accusé de meurtre de plusieurs centaines de jeunes manifestants sous son régime. Votre réaction, Maître? Bon, nous disons tout simplement, au lieu d'ajouter des charges à l'encontre de M. Alpha Condé, il fallait tout simplement veiller à ce que la procédure actuelle qui concerne l'assassinat de plus de 260 jeunes Guinéens, avec des éléments de preuve irréfutables. Veiller à ce que l'enquête préliminaire puisse aboutir et que le dossier soit transféré devant un juge d'instruction et qu'il y ait l'inculpation de M. Alpha Condé et qu'on demande son retour en Guinée afin qu'il puisse répondre à ses actes. Je pense une fois que cela est fait, il va s'occuper à organiser sa défense au lieu de continuer à déstabiliser la Guinée. Maître, vous ne pensez pas que ces nouvelles charges peuvent accélérer celles déjà pendantes? Nous espérons que ce sera le cas, puisque comme vous le savez très bien, les charges actuelles, selon l'opinion de ces militants ou certaines personnes, ils peuvent considérer cela comme des charges politiques. Mais en ce qui concerne les crimes de sang, la destruction de biens publics et privés, l'assassinat de centaines de jeunes qui sont couchés à Bambeto, cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc nous souhaiterions que la procédure se déroule dans le respect absolu des procédures, qu'au bout du compte, que M. Alpha Condé soit inculpé et qu'il puisse répondre ses actes devant un tribunal indépendant et impartial. Comment ces procédures peuvent aboutir alors que M. Alpha Condé est hors de nos frontières? Même s'il est en dehors des frontières de la Guinée, nous savons très bien si effectivement l'enquête préliminaire arrive à terme et que le dossier soit transféré devant un juge d'instruction, ils peuvent émettre un mandat d'arrêt contre lui et éventuellement le pays où il réside sera contacté diplomatiquement pour solliciter à ce qu'il soit répatrié en Guinée pour répondre les accusations portées contre lui. Qu'est-ce que M. Alpha Condé risque dans ce dossier s'il est reconnu coupable? Si effectivement les faits sont avérés, je pense que M. Alpha Condé va finir ses derniers jours en prison. Parlons à présent de la procédure pendante concernant l'assassinat des jeunes manifestants
manifestants. Où se situe la procédure? La procédure continue, mais comme vous le savez, c'est une procédure qui doit se dérouler au-delà de Conakry. L'enquête doit se faire aussi au niveau de l'intérieur du pays. Et comme cela demande certains moyens financiers, cela pose un peu de soucis et nous sommes à ce stade-là. Est-ce que l'audition des victimes est bouclée? Disons, on ne peut pas affirmer qu'elle est bouclée, mais il y a eu énormément de victimes qui ont été auditionnées. Et nous pensons avoir une échantillon assez représentatif par rapport aux délits et aux crimes qui ont été commis par M. Alpha Condé. Donc, nous souhaiterions maintenant que les témoins soient auditionnés et que suffisamment d'éléments de preuve soient réunis, afin que le dossier soit transféré devant une juridiction pour inculper M. Alpha Condé. Vous parlez tantôt du manque de moyens, mais l'État est là pour ça, non? C'est le plaidoyer que nous sommes en train de faire afin d'obtenir le soutien qu'il faut pour que les enquêtes préliminaires puissent avancer le plus rapidement possible. Y a-t-il un manque de volonté de la part de l'État? Donc, disons pour l'instant, nous essayons de faire du plaidoyer pour que l'enquête préliminaire puisse continuer et qu'au bout du compte, qu'il y ait quand même des éléments de preuve qui peuvent permettre l'inculpation de M. Alpha Condé. Et on verra la suite s'il y a effectivement un arrêt non justifié. En ce moment, nous pouvons prononcer là-dessus. Merci Maître Baldé de votre disponibilité. Merci à vous aussi. Merci à Alice Silla et à son invité. Ainsi s'achève cette session de Film Soir pendant qu'il est 18h passé de 32 minutes en temps universel. Elle a été conduite du côté de la technique par Salimatou Diari Ouba. Merci pour votre fidélité. Allez, les infos reviennent dans moins de 30 minutes sur nos antennes.